Un 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. C'est parti. Attends, on va peut-être juste reprendre. Bah, voilà, il s'est parmi au début. Bon. For millions of years, Earth was fertile and rich. Then pollution and waste began to take their toll. Civilization fell into ruin. Welcome to man's most magnificent achievement in the conquest of space. The man-made planetoid, Space Academy. Founded in the star year 3732. Ah, si vous saviez, si vous saviez. Salut, chers auditorices. Nous voici revenus pour des films oubliés, mais pas oubliables. Premièrement, j'explique le nom de notre podcast. C'est pas entre geeks dans le sens entre nous, entre soi. Ça veut dire entre geeks. C'est une invitation à entrer dans notre univers d'escrocs culturels, il faut bien le dire. Et aujourd'hui, il y a mon cher Cosmic Beast. Bonjour Cosmic. Bonjour Dany, vous qui rentrez ici, oubliez tout espoir. Et bonjour à toutes les petites oreilles qui vont nous entendre et aux petits cerveaux qui vont remuer en long, en large, en travers et de profil. Ah oui, carrément. Eh bien, mon cher ami, je n'ai qu'une chose à te dire. Merci d'être venu de nouveau et de me supporter ce soir. Et on va essayer, pour la première fois, c'est historique dans Entre Geeks, parce que ça fait quand même quelques épisodes maintenant qu'on fait ensemble. On va essayer de faire court. 6e. 6e, d'accord. On va essayer de faire court. Je te rappelle que quand on aime, on ne compte pas. Mais mon cher ami, on va traiter d'un sujet qui est un petit peu une pelote de laine ou une enquête true crime, car tous les deux, on a entendu depuis toujours des gens parler de ce grand film qu'est Alien. Film de 79, donc de Ridley Scott, écrit par Dan O'Bannon et d'autres gens, mais on va pas en parler parce que on va en parler bien sûr, mais on va surtout parler des influences d'Alien. Parce qu'à chaque fois, on nous dit Alien a été influencé par ci, par ça, mais jamais, quasiment. Je dis quasiment parce qu'il y a sûrement des gens qui vont me sortir une petite vidéo YouTube qu'on aurait ratée ou un bonus d'un DVD qui n'est plus disponible. En tout cas, c'est très rarement expliqué en détail. Et nous, on aime creuser un peu les processus créatifs de certaines œuvres. Et en tant qu'escroc culturel professionnel, eh bien, on aime bien parler aussi des escrocs que sont Dan O'Bannon et Ridley Scott. Et on dira pourquoi on les qualifie comme cela un petit peu plus tard. Aujourd'hui, on va parler principalement de plein d'autres choses, mais principalement de deux films, bien sûr antérieurs à Alien, de plusieurs nouvelles, deux principalement, mais on évoquera de grands noms de la littérature qui ont vraiment imprimé ce chef-d'œuvre de pop culture qui est Alien, qui n'est pas de la génération spontanée. Au final, c'est une agrégation de tas de choses, de tas d'autres chefs-d'œuvre pop culturels ou de choses plus mineures. Qu'est-ce qui nous a donné envie vraiment d'aborder le sujet ? C'est un film d'un réalisateur que nous aimons tous les deux, et puis toi aussi, auditoriste probablement, et que nous avons déjà traité dans l'épisode précédent, que je vous invite à écouter, que nous avons fait avec Chris Yukigami, sur Danger diabolique. Donc il s'agit du film du réalisateur Mario Bava, La planète des vampires, ou Terreur dans l'espace en italien. Moi, je le connais, ce film, uniquement parce que il est toujours cité comme influence majeure d'Alien, ce que réfute notre réalisateur Ridley Scott et le scénariste Dan O'Bannon. Et toi, est-ce que tu en as entendu parler sous ces termes-là aussi, Cosmic ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un film, étonnamment, en France, on en a entendu parler qu'en 1995. Et les premières sources où on a réellement
des journalistes ou simplement des intellectuels qui ont commencé à s'y intéresser. Si on remonte un petit peu, c'est 2001, les Inrecuptibles ont commencé à se poser un petit peu sur le film, ont commencé à en parler. Mais le film n'a été diffusé sur la télévision française qu'en 1995. Alors que partout d'autres pays... Juste, oui. Tu précises de quand date le film quand même. 30 ans. Il nous aura fallu 30 ans pour voir un film de 1965. Mario Bava a commencé véritablement à faire du cinéma, à être réalisateur en 1960. C'est, un technicien qui est devenu réalisateur. Il a travaillé ses premiers films. Il a fait des films de propagande pour faire croire que, par exemple, les troupes italiennes avaient attaqué l'île de Malte. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est un technicien, c'est quelqu'un des effets spéciaux. On va en parler tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a une certaine magie, qui a l'œil et qui est capable de faire très grand avec très peu. C'est un petit peu le mini-mire du cinéma. Très peu suffit pour un super résultat. D'accord. Voilà. Alors, merci pour cette petite introduction de Mario Bava. Il serait bon quand même qu'on en parle plus longuement, effectivement, dans un épisode spécial. C'est vrai que dans le futur de Entre Geeks, parce que ça demande beaucoup de travail, on a beaucoup travaillé. Je tiens à saluer Cosmic avant la fin. On a pas mal bossé sur cet épisode parce que il a fallu déjà voir les films plusieurs fois, prendre des extraits, lire des nouvelles aussi, et ça n'a pas été simple. Donc on va aborder le sujet sous l'angle vraiment de l'influence et des petites choses que nous avons repérées, mais aussi de la qualité de ce film, La planète des vampires, qui est indéniable. C'est vraiment un objet de pop culture, et le fait qu'il ait été découvert, comme tu l'as bien dit, si tard en France, est quelque chose d'incompréhensible totalement, parce que c'est un bijou d'esthétisme qui aurait mérité d'être projeté en Technicolor sur les écrans français. Est-ce qu'on fait ça chronologiquement par rapport aux influences, ou on attaque d'abord La planète des vampires, puis les autres influences qui sont très importantes également? On va essayer de faire pas trop long sur La planète des vampires malgré tout. Qu'est-ce que tu en penses, Cosmic? Comment tu veux procéder? On a parlé qu'on a 2 films. Ces 2 films correspondent en gros à la première et à la deuxième partie du film Alien. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on fait ces 2 parties-là. La planète des vampires, première partie de Alien. Le deuxième film oublié, mais là celui-là totalement oubliable. Et après, on peut broder sur les influences beaucoup plus lointaines des nouvelles, de la littérature, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, ça te va? On part comme ça. La planète des vampires. Accrochez-vous. Alors, essayons de ne pas parler en même temps, parce qu'après, pour le montage, ça va être l'horreur. Excuse-moi. Hein. Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il est... Il est terrible, je vous jure. Donc, La planète des vampires, qui est basée sur une nouvelle que tu as lue. C'était ton petit travail à faire. Qu'est-ce que tu as pensé de cette nouvelle qui s'appelle Une nuit de 21 heures. C'est une nouvelle qui est très compliquée à trouver. Ce qu'on a, c'est 2 vaisseaux qui se plantent. La nouvelle en elle-même, c'est une planète désertique, pas de relief. C'est ni plus ni moins qu'une version moderne, donc en 1960, parce que la nouvelle date de 60. C'est un récit moderne de naufragés. Et les récits de marins, comme on a pu tellement en avoir... où vous êtes abandonné et vous commencez à devenir fou. Et cette nouvelle-là, à l'époque, Mario Bava, il l'a beaucoup appréciée. Il a acheté le droit auprès de Renato Pestriniero, qui est toujours vivant, qui est un auteur assez reconnu. La nouvelle en elle-même, elle est très âcre, très sombre. Et la réflexion, c'est la peur de la nuit. C'est une nuit de 21 heures. Et pendant une nuit de 21 heures, on est dans l'espace, 2 vaisseaux, un s'est planté. On va récupérer les corps. Tous sont morts, tous ont été écrasés, etc.
Et on sait qu'on est bloqué là parce que il faut 2 vaisseaux pour traverser l'espace, parce que s'il y a une avarie, il y a toujours le deuxième vaisseau pour sauver le premier. Là, en gros, le deuxième vaisseau, qui était le vaisseau d'escorte, sait que s'il retente la traversée de l'espace, il ne retrouvera jamais la Terre. Donc véritablement, les survivants se sentent abandonnés, la nuit tombe, c'est une planète qui est désolée, désertique, beaucoup de vent, c'est âcre, c'est une écriture très psychologique, c'est plus l'horreur, elle est dans l'abandon, elle est dans la tête des héros, plutôt que ce qui en aura été fait dans le film, où on est réellement dans un récit de possession, un récit d'horreur, mais l'horreur, elle est quand même là. Donc en fait, il a repris le pitch des 2 vaisseaux, mais il faut admettre que ça a été beaucoup réécrit, ce qui fait qu'il reste pas grand-chose de la nouvelle d'origine, à part la situation, quoi, en somme. Est-ce que tu veux bien nous pitcher rapidement l'histoire du film, et on s'apercevra vite que il y a quand même beaucoup de choses qui ont été rajoutées par Mario Bava. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a ? On a 2 explorateurs qui arrivent près d'une planète. Une force monstrueuse les attire. Le premier vaisseau, clairement, on découvre qui s'est écrasé sur la planète. Le deuxième vaisseau, donc, qui va être le vaisseau des protagonistes qu'on va suivre pendant tout le film, ne doit sa survie qu'à son capitaine intrépide qui va sauver le vaisseau, parce que la gravité est tellement forte que tout le monde perd connaissance, et lui parvient miraculeusement à poser le vaisseau. On arrive donc sur la planète, et véritablement on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de bizarre, c'est que les personnes qui reprennent connaissance sur le vaisseau, donc qui est l'Argos, qui est le vaisseau principal qu'on verra, paraissent comme possédés. Et dès qu'ils sortent de leur transe, se disent c'est pas normal, j'étais pas moi-même, il se passe quelque chose. Tout le film va tourner autour de cette exploration, double exploration de la planète, et aussi aller voir les dégâts, les débris du deuxième vaisseau, qu'est-ce qui est arrivé au premier équipage. Et on va arriver à quelque chose qui, fleure bon, à la fois un mélange entre du Flash Gordon, un film italien, et il est même pas américain dans son truc, parce qu'il en est plus beau, plus fun, plus coloré, et en même temps il y a cette petite touche de frisson qui est vraiment, pour moi, je trouve très très intéressant. On peut pas non plus, je n'ai pas envie de vous spoiler le film. On va quand même le faire, je suis désolé, mais oui. Au bout d'un moment, c'est un film de 60, des années 60. 65. Vous l'avez très certainement pas vu, vous, auditeuristes. Peut-être que ceux qui l'ont vu s'en souviennent, mais on va être obligé de spoiler, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut pas passer. Techniquement, c'est toujours le même principe du scénario, c'est que c'est une planète de naufrageurs. Tu sais ce que c'est, les naufrageurs ? C'était ceux qui étaient en bord de mer, qui allumaient des feux pour faire croire aux marins qu'il y avait un phare, etc. Et généralement, les bateaux venaient se fracasser sur les récifs, et les naufrageurs prenaient les restes du vaisseau, tuer les survivants, etc. Bon, il y a un des vaisseaux qui se fracasse pas, contrairement à la nouvelle, et il détecte également un signal étrange, supposément de détresse, et donc ils ont la double mission, c'est de contacter leurs collègues sur l'autre vaisseau pour voir s'ils vont bien, ce qu'ils font. Donc là, effectivement, il y a des survivants, il n'y a pas de souci. Et il décide d'aller enquêter sur ce signal.
ils vont découvrir une autre épave et donc découvrir des choses comme un extraterrestre de 3 mètres de haut, en squelettique, très ancien, une salle avec un autre extraterrestre qui est sur une machine. En fait, c'est lui qui a envoyé le message. Oui, voilà, le signal est envoyé depuis une machine avec une langue qu'ils ne comprennent pas. Ils s'aperçoivent effectivement qu'il y a quelque chose qui prend possession des gens, qui les fait même se relever de la tombe, puisqu'ils enterrent plusieurs de leurs camarades, qui se relèvent dans une scène incroyable qui est magnifique. de morts enveloppés de plastique qui sortent comme ça et qui repartent à l'assaut. Et à la fin, donc, il y a des survivants qui arrivent à se sauver. Et on vous garde pour la fin des petites choses par rapport à la différence entre la VO et la VF. Mais ça sera à la fin de l'épisode. Alors, on va attaquer... Restez jusqu'à la fin. Ah oui, il faut rester jusqu'à la fin parce que là, vous allez bien rigoler. Et on va donc parler alors de l'esthétique du film, pas trop longtemps parce qu'on ne voudrait pas faire un épisode trop épais, même si l'intérêt pour le film est évident, avec des pincettes. C'est un film qui a été fait avec un budget ridicule, mais Mario Bava ne dépense jamais de trop. 20 000 $ pour un film comme ça, tourné à Cinecittà uniquement en studio. C'est un film qui se passe sur une planète, donc comme tu disais, c'est la première partie de Alien, le tout début. Donc c'est un film qui a donc peu de moyens, seulement 2 rochers en plastique réutilisés d'un péplum qui se tournait à côté, des atterrissages de maquettes dans des aquariums. Si on regarde bien d'ailleurs, on peut voir les petites bulles. Mais il faut vraiment bien regarder parce que ça a été très bien fait. On a filmé des contre-champs à travers des miroirs qui reflétaient des dioramas ou des matte painting, comme on dit aussi. Et on filmait à travers pour voir les acteurs arriver. Le plateau était très grand, mais ils n'avaient pas grand-chose à mettre dedans. Donc non seulement les rochers ont été réutilisés sous divers angles, avec des peintures différentes, c'est un film qui est très connu pour son utilisation des fumigènes, parce qu'il y a du brouillard tout le temps. Et ça cache la pauvreté du plateau, des moyens qui étaient mis en œuvre. Mais d'un autre côté, ça a montré une créativité incroyable de Mario Bava. Et également, on peut citer la polenta qui figure la lave, qui bouillonne. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Vraiment, si vous achetez le DVD d'Artus, il y a un super bonus sur les effets spéciaux qui est passionnant. Hein. Et les couleurs, tu en as parlé tout à l'heure, il est flamboyant. Les costumes, ça c'est toi qui vas en parler, Cosmic. Il y a une chose qui est très commune à Ridley Scott et Mario Bava, c'est qu'il en a rien à foutre de la mise en scène. Les acteurs, ils doivent faire le job, sauf que là, avec 20 000 $, il avait certes une vedette américaine, mais le reste des acteurs et actrices n'étaient pas au niveau, puis en plus pas dirigés. Ridley Scott, lui, pour Alien, s'est quand même entouré d'un super casting. Là, il met beaucoup de soin dans le casting, parce qu'il sait lui-même que lui, c'est un esthète, c'est quelqu'un qui aime l'image, mais la mise en scène, c'est pas ça. Et malheureusement, ça fait défaut à La Planète des Vampires, mais il a beaucoup d'autres qualités. Alors, est-ce que tu veux nous toucher un mot aussi sur les costumes et puis peut-être un peu sur le casting, parce qu'il y a une personne au casting qui te plaît beaucoup, je crois. Et après, on fera la comparaison et en quoi c'est une influence majeure, malgré ce qu'en disent Dan O'Bannon et Ridley Scott pour Alien. Alors, imaginez tout simplement, si je vous parle des films de science-fiction des années 50-60, quand vous prenez les costumes, on a refait la vérification, et ça, c'est ma voisine de canapé que je salue, qui m'a bien fait remarquer que dans les années 50-60, quand vous regardez Danger, Planète Interdite, ce sont ni plus ni moins des combinaisons de travail qui sont les costumes des gens dans les vaisseaux spatiaux. C'est-à-dire que c'est avec une fermeture éclair, c'est ni plus ni moins qu'un bleu de travail de l'espace. Là, dans La Planète des Vampires, c'est pas du bleu de travail. Vous avez des tenues en cuir qui sont moulantes, magnifiques, et qui ont ce que j'aurais tendance à dire, une vibe très Flash Gordon. On a l'impression que le caractère design des costumes
on se retrouverait dans les années 30, quand vous aviez Flash Gordon dans les serials, ou le très cher Buck Rogers, très cher à Danny, des années 30. Donc tout ça, on est véritable, c'en est presque incongru, et en même temps, ces costumes ont une tendance à prendre la lumière qui est magnifique. Noir avec un liseré jaune. Hein. Voilà, et c'est du cuir, et c'est un peu luisant. C'est le côté cuir aussi a un peu choqué, et c'est vrai qu'il y a un petit côté quand même sadomaso. Alors, c'est un peu coquin. J'aurais tendance à dire qu'au jour d'aujourd'hui, ce genre de costume ne dépareillerait pas dans une production de la Warner ou de Disney. C'est typiquement quasiment des costumes de super-héros. Ah, totalement. C'est d'ailleurs le costume des X-Men. Tu sais, le costume en cuir avec le X dessus. Oui, parce que c'est le même cuir. On se croirait dans le film de Bryan Singer de 1999 avec la célèbre remarque « Tu préférerais quoi ?» Un costume jaune et bleu. Ceux qui savent... Excusez-moi, je m'appelle Eric Lencher. Charles Xavier. Allez vous faire. Tous les deux. Mais on est quand même dans une vibe très Flash Gordon, parce qu'on a une cagoule, on a un col qui remonte, qui devait être très difficile à porter pour les acteurs, d'autant plus qu'il y en a un moment quand il est possédé, on le voit qu'il arrache son col, parce que c'est des cols amovibles, il l'arrache parce que ça devait le gêner pour tourner la tête. C'est le genre de col, typiquement quand vous êtes un acteur, si vous voulez tourner et regarder un autre acteur, vous êtes obligé de vous tourner. Vous faites un peu une Gérard Depardieu, vous savez. C'est une technique, le coup de tête. Vous faites comme ça, vous n'avez aucune force. C'est d'ici que ça doit partir. Non mais dis donc, Pépère. Voilà. Vous ne tournez plus la tête, vous tournez tout le corps. Voilà. Pas super pratique. Néanmoins, voilà, une esthétique très particulière. Et qui va très bien à l'actrice principale, parce qu'il y a plusieurs actrices, hein, elle n'est pas seule, que tu appelles la brésilienne, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Non. Comment ça, non? Il y a Comment Norma ça, non? Bengal. Tu me l'as appelée la brésilienne toute la semaine. Hein. Non, attends, tu vas voir. T'as oublié une partie. C'est Norma Bengal, qui est brésilienne, tout à fait, quasiment un sosie de Jeanne Moreau, chère à mon cœur. Pour moi, c'est... La Jeanne Moreau de Jules et Jim. La Jeanne Moreau de La mariée était en noir, un autre film très cher à mon cœur. Donc c'est une très belle actrice. Jeanne Moreau qui vient d'obtenir l'Oscar de la meilleure actrice française, la vedette de La bonne soupe, de La chatte sur un toit brûlant, des amants, et qui sera demain Madame de Merteuil dans Les liaisons dangereuses. D'abord, je voudrais vous demander si vous aimez votre visage, votre silhouette. Non. Vous ne l'avez jamais aimé? Non, je ne peux pas dire que je l'ai aimé, je m'y suis habituée, mais je ne peux pas dire que j'ai un goût particulier pour mon visage ou ma silhouette. Êtes-vous selon vous, ce que l'on appelle sexy? Mais je ne peux pas dire que je pense que je le sois, mais j'étais obligée d'accepter ce jugement parce que on me l'a fait comprendre, et sexy peut-être n'est pas exactement le mot. Je crois que je plais. Enfin, le fait d'avoir du succès, ça veut dire que je plais. Oui, peut-être, oui. C'est une actrice toujours, et c'est pour ça que je dis Jeanne Moreau, parce que c'est la première actrice brésilienne à avoir posé et tourné nue, et elle était une des chantres du cinéma, ce qu'on appelait le Novo Cinéma au Brésil, donc en gros l'équivalent de la nouvelle vague brésilienne. Elle a énormément travaillé en Italie, donc elle, techniquement, sur le tournage, vous savez, elle ne va parler que brésilien. Vous avez Barry Sullivan. Barry Sullivan, c'est l'équivalent du Captain Intrépide. Qui dit Captain Intrépide, il est américain. C'est un acteur qui a eu une carrière de 36 à 87, qui avait déjà 52 ans au moment du tournage. Pour Barrio Bava, au début, quand on lui a proposé qu'il fallait prendre cet acteur-là, a dit non, il est trop vieux. Mais Barry Sullivan, donc
cet acteur américain est venu en Italie, il a rencontré Mario Bava. Mario Bava, de l'aveu de tout le monde, était quelqu'un de très facile à vivre. Ça s'est bien passé, oui. Il ne parlait pas du tout la même langue. Sur le tournage, ça s'est ressenti. Voilà, comme tu disais, défaut de direction d'acteurs, c'est typiquement le cas. Donc il y a 4 acteurs véritablement principaux qu'on va suivre. Il y a Angel Aranda. Lui, c'est le petit jeune premier. Personnage qui est intéressant parce que c'est lui qui va clôturer l'histoire. C'est le personnage qui est le plus proche de nous. Angel Aranda, il est espagnol. Sur le tournage, il ne parlera qu'espagnol. Et enfin, on a Evie Morandi, qui était une actrice grecque, naturalisée italienne, qui, elle, sur le tournage, je vous le donne en 1000. À ton avis, Dany, elle parlait grec ou italien ? Oh, quand même italien. Elle parlait italien. Hélas, c'est celle qui joue, j'aurais tendance à dire, peut-être le plus mal du film. Donc, pour tout le tournage, vous avez un film où c'est une auberge espagnole, parce que les acteurs, quand ils jouaient, disaient leurs répliques dans leur langue, avec un réalisateur qui ne parlait la langue que de certains acteurs. Bon, visiblement, de l'aveu de Norma, le tournage s'est très bien passé. C'est vraiment, on en revient toujours, Mario Bava était une personne qui était en or. Alors, est-ce que tu m'autorises un petit gossip sur le tournage ? Alors, d'accord. Eh ben, ils étaient super contents de travailler, même si c'était une production qui était, on va pas dire fauchée, mais c'est vrai que moi, si je suis américain, on me dit je vais tourner en Italie, je suis content parce qu'on a le soleil, etc. Non, en fait, c'est que Mario Bava avait des bassets. Il avait 3 bassets, et ces bassets... Dont un qui s'appelait Shirley, c'était une femelle. Pire, ils venaient marquer leur territoire dans les bottes des acteurs. Je te laisse cette information-là. Voilà, c'est le petit moment les chiens du réalisateur viennent pas chier dans tes bottes, mais viennent pisser dans tes bottes. Ah oui, mais c'était peut-être justement le matériau, je sais pas si c'était du cuir ou vraiment... L'odeur du cuir. Parce que c'est assez cher, hein. Là, le budget cuir était explosé, parce qu'il y a quand même pas mal d'acteurs, il y a 2 équipages. Ce que je peux te dire, connaissant ce genre de production, c'est que tu n'as qu'un certain nombre de tenues qui sont faites, et quand un acteur n'est pas à l'écran, c'est quelqu'un d'autre qui porte sa tenue. Tu peux faire des économies comme ça. On va parler des petites choses qui nous ont fait dire que Dan O'Bannon et Ridley Scott sont des escrocs, parce que c'est pas possible. Excusez-moi. Dan O'Bannon, c'est un garçon qui a été à l'école avec John Carpenter. Ils ont réalisé avec quelques autres un film sur le campus, dans des conditions vraiment... Alors là, Mario Bava, c'est un blockbuster à côté au niveau du budget. Hein. Lui, ils ont fait ça avec $4. Et ils ont fait Dark Star, qui est resté dans vraiment comme le premier film de John Carpenter, mais c'est à la fois un film de Dan O'Bannon et de John Carpenter. Et ce monsieur, Dan O'Bannon, qui est réputé pour être quelqu'un d'hyperactif, d'hyper imaginatif, il a été engagé par un monsieur qui s'appelle Jodorowsky, qui voulait monter le film Dune. C'est là qu'il a fait venir le peintre Giger, H.R. Giger, ou Giger, comme on dit chez nous, Moebius. Il a fait venir plein de gens comme ça, et Dan O'Bannon. Ils se sont donc tous rencontrés, ils ont travaillé pendant de longs mois sur le projet, qui a capoté pour des raisons de folie furieuse. C'est resté d'ailleurs assez légendaire. Ces gens-là n'ont pas perdu contact. Donc, ont retravaillé après, ont été pratiquement tous engagés pour le film Alien. Même Moebius, qui a fait les combinaisons spatiales avec lesquelles ils sortent sur la planète au début. Giger qui a fait les créatures, et Dan O'Bannon pour l'histoire originelle. Bien sûr, le scénario, il l'a partagé avec un autre, Ronald Shusett, ou Shusett, je ne sais plus, c'est Shusett. Mais c'est quand même une idée originale de Dan O'Bannon. Et Dan O'Bannon a toujours dit non, je n'ai pas vu La planète des vampires. Cosmic, on va se séparer chacun des petits bouts. Toi, tu as dit donc déjà le trope des vaisseaux qui sont attirés par un signal. Déjà, la scène d'atterrissage.
qui a été réalisé, comme je vous le rappelle, dans un aquarium. La scène d'atterrissage, tu l'as beaucoup aimée. Elle est repompée. Quand vous avez Alien, donc le passage où ils descendent sur la planète, typiquement, vous pourriez mettre l'un à côté des autres la scène de la sortie des patins d'atterrissage du vaisseau spatial. C'est quasiment la même image. Et lorsque, dans la planète des vampires, le vaisseau descend d'un nuage pour se poser sur la planète, vous avez à peu de choses près dans Alien la même scène. Vous avez 15 ans de différence. Il y a un petit peu plus d'argent sur Alien, il y a de vraies maquettes. De l'autre côté, vous avez quand même quelqu'un qui sait filmer... les maquettes, je précise juste que les maquettes ont été réalisées par le grand Carlo Rambaldi, celui qui a designé King Kong et qui a une carrière incroyable. Vous avez dû entendre parler de Carlo Rambaldi. Et j'ajoute que cette scène, effectivement, comme tu l'as dit, on pourrait les coller l'une à côté de l'autre, elle est considérée comme une des plus belles scènes d'atterrissage de l'époque des années 60 pour les vaisseaux. Et justement, tu parlais de Rambaldi, c'est là où tu t'aperçois que le monde est atrocement petit, c'est que Rambaldi est crédité dans IMDb sur Alien. Ah d'accord, je ne savais pas, tu vois. Et je pense pas que ça soit à titre d'hommage. Je ne sais pas à quel moment il est crédité, mais il est crédité sur le film Alien. Quant au design du vaisseau, il y a quand même quelque chose qui m'a tapé dans l'œil. J'avais pas fait attention quand on voit les vaisseaux sur un plan éloigné. D'ailleurs assez beau. Il a utilisé des pages d'un livre d'astronomie pour faire ses décors du générique et il a utilisé des petits trucs pour montrer l'espace. C'est plutôt pas mal par rapport à ce qu'on a pu voir avant et même après, parce qu'il y a certains Star Wars où l'espace n'est franchement pas terrible. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le vaisseau est en arc, en fer à cheval. Et à certains plans, on le voit en contre-plongée, on voit la maquette en contre-plongée et on revoit l'image, mais précisément du vaisseau Alien dans Alien, du dérélict, comme on dit, de l'épave. C'est vraiment avec les effets de fumée pour cacher la misère du plateau, et effet de fumée qui rejoint la planète d'Alien avec ses tempêtes, on retrouve exactement la même difficulté de visibilité. Et donc, je vous dis, il y a un plan où on voit le vaisseau qui est non pas le dérélict, mais le Argos ou son vaisseau... le Galio. Et c'est incroyable. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Cette image, elle a dû s'imprimer dans la tête au moins de Dan O'Bannon, parce que je vais vous révéler quand même qu'on arrive à la partie du dérélict de la planète des vampires. Au passage, il n'y a pas de vampires. Hein. C'est pas la peine de chercher des dents longues. C'est juste des body snatchers, comme on dit depuis les films. Ce sont pas des profanateurs de sépulture, mais des créatures qui vous prennent votre enveloppe corporelle. Donc, quand ils arrivent sur l'épave du vaisseau avec l'ancienne extraterrestre tout momifié quasiment, ce qui est fou, c'est qu'il a admis, Dan O'Bannon, qu'effectivement, il avait pompé la scène et qu'il avait influencé la direction artistique de l'intérieur du vaisseau. Donc, il n'était pas que scénariste, il a aussi joué un rôle dans le visuel du film, parce qu'il l'a bien dit, il a pompé l'idée et ça ressemble trop pour que ça soit un hasard. Donc, excusez-moi les escrocs, quand vous verrez La planète des vampires, vous comprendrez pourquoi vraiment on peut citer ce film comme une influence. Si tu me laisses finir sur ce film et son influence, ça ne sera pas une influence spécifique au premier Alien, mais plutôt une influence... serait plutôt à travers peut-être un trope de science-fiction. Hein. C'est possible qu'on ait beaucoup de littérature depuis qui a coulé jusqu'au film Alien Prometheus. Parce que dans le film La planète des vampires, les morts se relèvent parce qu'ils sont occupés par une entité, possédée par une entité extraterrestre. Et donc attaque l'équipage qui est encore entre guillemets normal. Je veux pas dire humain, parce que
ce ne sont pas des humains, mais ça on y reviendra. Et en fait, si on repense à Alien Prometheus, on n'a pas que des gens qui sont agressés par des créatures, on a aussi des gens qui deviennent zombies et qui attaquent le vaisseau. Donc on a aussi cette réminiscence d'une possession, et on retrouvera dans d'autres œuvres donc qu'on va évoquer tout de suite ce type de tropes qui ont été utilisés dans la saga Alien, le premier Alien, mais également Covenant et également Prometheus. Alors, est-ce que tu avais une dernière chose à dire sur la planète des vampires ? Au niveau de la décoration du vaisseau spatial, comme tu me l'as fait remarquer, et c'est vrai, moi quand j'ai revu Alien, je me suis toujours posé la question de pourquoi il y a des casques au-dessus de sièges. Oui, dans tout début, il y a des casques dans Alien qui font miroir et qui discutent avec l'ordinateur. Et j'ai écouté le commentaire audio. Ils ont décidé ça juste au tout début du tournage. Patati patata, on se tape sur l'épaule. C'était une bonne idée. Ça montre une personnification des ordinateurs qui discutent ensemble. Et patati patata. Qu'est-ce qu'on voit dans le film La planète des vampires ? On voit des jolis casques qui sont sur les chaises, voilà, comme des casques de moto, parce que bien sûr c'est des casques de moto, faut pas se leurrer. Donc il y a beaucoup de choses qui ont influencé ou qui se sont engrammées dans le souvenir du réalisateur, de la direction artistique de Dan O'Bannon. Il y a beaucoup de choses. You don't get tired of creating cool characters and always kill them one by one? Yes, I like it. Donc là, on va passer à un autre film, alors lui, comme tu disais, qui est tout à fait oubliable, mais il existe. Et sur les jaquettes, ne vous faites pas avoir. Il y a des films qu'on a beaucoup de mal à trouver en DVD, voire en Blu-ray, et celui-là, vous le trouvez très facilement, alors qu'il fait 1h09, mais il y a 2 éditions, et sur chaque jaquette est bien marqué en gros le film qui a inspiré Alien. C'est pas faux, on va en parler. Le problème, c'est que c'est vraiment un film de son époque. How could that thing have gotten aboard? And why? Just to kill us? What is the usual reason an intelligent creature kills? It's hungry. What makes you so certain it's intelligent, Colonel? Not just an animal. It opened the door to C compartment. In the silent void of outer space, howling for all the flesh and blood on Earth. Donc un film qui s'appelle It, alors comme ça, de notre ami Stephen King, peut-être que ça s'est engrammé également, donc It, The Terror Beyond Space, qui est un film indépendant de 1958, donc pratiquement 10 ans avant notre ami Mario Bava. Donc, qui est réalisé par Edward L. Kahn. C'est pas n'importe qui. Il a commencé en 1931. Il a fait presque 40 films dans sa filmographie, dont Creature with the Atomic Brain, non, The Atom Brain, en 1955. Il a fait aussi Invasion of the Saucer Man, en 1957. Et donc, 1958, il nous fait La Terreur au-delà de l'espace. Le titre français, c'est La Fusée de l'épouvante. Et c'est sorti en 1966 en France, vous voyez. Film en noir et blanc, indépendant, très petit budget. Honnêtement... qui vaut largement moins que La planète des vampires, mais il est quand même sorti en 66 en France. Bon, sûrement dans des doubles programmes de série B. Un film qui parle donc également d'une mission de sauvetage, mais là on n'a pas reçu un signal, donc c'est pour ça qu'on dit que ce film est plutôt la partie suivante de Alien en termes d'influence. C'est une mission de sauvetage d'un premier envoi sur Mars d'une fusée, un seul survivant, et ce survivant est supposé avoir tué ses camarades pour survivre sur Mars. Là-dessus, il ne reste pas très longtemps, hein, ils repartent avec le fameux survivant, mais ils oublient de fermer la porte. Alors là, on voit une ombre, voire même un pied fort, ou 2 pieds, oui, carrément
on voit les 2 pieds d'une créature qui en profite pour rentrer dans le vaisseau. S'ensuit ce qui se passe dans Alien, donc un équipage qui va lutter pour se débarrasser de cette créature qui n'a qu'une idée, c'est de tous les tuer. On se demande d'ailleurs comment il va faire, parce qu'avec ce costume, c'est un peu une sorte de costume comme dans le film la créature du lac noir, en plus pâteau. Alors, on va parler d'abord des choses, justement, qui nous rappellent Alien, parce que bon, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de parler du film, de son casting, de tout ça. C'est encore plus mal joué que La planète des vampires, parce que là, c'est vraiment des acteurs qui sont, on va dire, là pour cachetonner un peu. C'est des films de drive-in avec beaucoup de blabla pour laisser les gens s'embrasser entre 2 scènes soi-disant effrayantes. Voilà, c'est du popcorn movie de l'époque. N'achetez pas ça, c'est disponible sur Dailymotion dans son intégralité. Alors, est-ce que tu peux nous parler des choses qui t'ont vraiment trigué au niveau des influences d'Alien, s'il te plaît? Première chose, c'est que c'est un personnage, c'est un rôdeur. Le monstre en lui-même, pendant une petite partie du film, pas trop longtemps, mais en gros, il agit dans l'ombre, on ne le voit pas. On va voir juste des mains qui agrippent, qui tuent. On a même une scène risible où on a un des personnages qui a une clope au bec, qui voit le monstre arriver. Et comme ma voisine de canapé m'a dit, c'est presque comme s'il allait avaler la clope. Le monstre arrive hors champ, il le regarde, il fait « et puis cut, et on entend un cri. C'est un martien, parce que évidemment, le mal vient de Mars, la planète rouge. On est quand même dans les années 50-60, le communisme c'est pas bien. Mais bon, c'est un martien qui est indestructible. Vous lui tirez dessus, il supporte. Vous pouvez l'électrocuter avec de la haute tension. Il résiste. Ils ont un arsenal incroyable dans une fusée. Oui. C'est-à-dire que c'est ce qui a choqué beaucoup de gens, c'est qu'ils tirent au pistolet. Des grenades. Également des grenades, même un lance-roquettes. Mais ce qui en vient à bout, en fait, c'est la décompression. Tiens, de la cabine. Eux, ils ont enfilé leur combinaison. Tiens. Et lui, il n'est pas attiré dans le vide spatial, mais il suffoque. Et c'est la seule façon de le tuer. Ça, c'est incroyable. Est-ce que tu peux nous parler aussi de l'équipage ils sont pas 8 ou 9 si on compte le chat, mais ils sont pas loin. Ils sont pas loin. Techniquement, dans It, il y a 2 femmes. Et si on compte bien, normalement, il y aurait 8 personnes à bord. Donc, c'est quand même bizarre, mais évidemment, là, c'est pas Alien, le 8e passager, mais la structure du vaisseau et de l'équipage, c'est quand même toujours très proche d'Alien. Les 2 premières personnes deux premières personnes qui se font tuer, c'est en gros les mécanos. Bizarre. Exactement. C'est assez intéressant parce que, justement, comme tu dis, les 2 mécanos, ils sont séparés d'ailleurs, on les voit se balader dans un vaisseau qui paraît très grand, alors que à l'écran on voit une petite fusée, une petite maquette vraiment risible, et le vaisseau paraît très très grand, et on retrouve ces errements dans des zones de cargo, et c'est là où la bête peut se cacher, parce qu'elle est assez grande, d'ailleurs on se demande comment c'est possible. On notera aussi dans l'équipage que les 2 femmes sont là pour servir le café. Alors là, faire la vaisselle. Là, c'est vraiment l'Amérique flamboyante de l'époque. Chose, elles sont les infirmières. Mais comme tu dis, en fait, clairement, ce sont des hôtesses de bord. Tel que c'est montré, c'est véritablement des hôtesses parce qu'on les voit servir à manger, etc. Ou alors s'occuper des malades. On va vraiment faire la liste, qui est assez longue, de choses qui est vraiment commune aux 2 films, Alien et It. Notamment déjà donc, le vaisseau qui est très grand, la bête qui rentre en loose-dé, c'est un passager clandestin. On a l'équipage mixte
Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Il y a une conférence de presse au début et à la fin, donc on peut considérer que un des acteurs au casting fait partie du casting et donc on peut l'enlever. Mais au niveau du conte, on n'est pas exactement. Mais la composition y ressemble. On a la scène de repas. Tu mets côte à côte la scène de repas, la photo de Alien, c'est la première, et puis celle du film It. On retrouve les sourires, les rires, bon, à part que les femmes, là, servent le café. La traque à l'Alien, qu'est-ce qu'on trouve de commun? La traque dans les conduits d'aération. Tiens. Il y a l'utilisation pour le tenir en respect d'un lance-flamme bricolé avec un appareil à souder. On a tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mon cher Cosmic, de commun? On a simplement aussi le fait que l'alien a tendance à prendre les corps et les emmener pour faire des choses. Ce qui est dit dans le film, dans It, c'est qu'en gros, il leur vide tout leur flux, leur fluide interne. Donc en gros, ils deviennent secs, etc. Il se nourrit comme un vampire. Là, pour le coup, c'est là où on a notre fameux vampire. On fait l'analogie avec le vampire. Après, on a maintenant, aujourd'hui, je dirais que la scène célébrissime de l'aération du capitaine dans Alien, c'est une reprise totale de la scène dans les conduits d'aération de The Heat. Ah oui, c'est clair. Vous regardez les deux scènes, elle est plus courte dans Heat parce qu'ils ont pas non plus beaucoup de budget pour les décors. Ils avaient qu'un tuyau. Ils ont qu'un tuyau, donc ça commence à se voir. En plus, c'est mal filmé. On le voit de derrière, donc on voit ses fesses. C'est pas quelqu'un qui est spécialement svelte, on va dire. Donc c'est pas extrêmement esthétique. Bon, en tout cas, il est clair que ce film, bon, il n'en parle pas, Dan O'Bannon ni Ridley Scott, mais on peut dire que La planète des vampires plus ce film Heat sont quasiment les plus grosses influences extraordinaires, visuelles de Alien. S'ils arrivent encore à le nier, c'est compliqué. Je sais que dans la science-fiction, souvent on dit non, nous ne sommes pas prophètes, c'est pas parce qu'on parle de communicateurs à longue distance qu'on a inventé, parce qu'on ne parle pas de toutes les choses dont on parle et qui ne sont jamais arrivées. Voilà, il y a des effets d'aubaine, des effets comme ça, mais là ça va trop loin. On n'a pas fini, puisque maintenant on va aborder les influences littéraires, et là il y a aussi eu des preuves. On va évacuer tout de suite l'affaire Van Vogt. Va, mon grand. Je ne vais pas m'appesantir trop sur Alfred Van Vogt, gros écrivain de la science-fiction de l'âge d'or américaine. Van Vogt a mis 4 nouvelles ensemble pour faire un roman qui s'appelle La faune de l'espace. Il y a une des nouvelles qui parle d'un extraterrestre qui vient mettre ses œufs dans un organisme porteur. Donc, tout le monde a dit que l'une des parties de l'aspiration de Alien venait de Van Vogt. Donc, du coup, Van Vogt, en 1979, a tenté un procès à la Fox et donc à Ridley Scott et probablement à O'Bannon également. Il a gagné $50,000. Sauf que, comme le disait un grand spécialiste que je connais, qui s'appelle Danny, on peut pas en vouloir, c'est une idée qui existe depuis très longtemps, parce que dans le monde animal, vous avez des araignées qui pondent des œufs dans une guêpe, et c'est pas pour ça qu'un entomologue va venir porter plainte contre Alien, parce que depuis 100 millions d'années, les insectes se pondent des œufs dedans. Sans parler des mouches qui pondent des œufs dans les cadavres, enfin ce genre de choses. Les cadavres Dans une des nouvelles qui est parue dans La faune de l'espace, il y avait également 2 autres nouvelles, parce que là, il a attaqué, mais pas que sur ce plan-là. Il y avait Black Destroyer, où une créature féline, d'apparence féline, attaque un équipage de vaisseau spatial, et on s'aperçoit que c'est un descendant d'une race extraterrestre qui était très avancée. Donc une nouvelle de 39, tout ça date de 1939. Ces nouvelles-là, en fait, constituent le roman
que vous pouvez trouver en librairie, que vous pouvez trouver en bouquiniste ou dans vos bibliothèques. C'est bien les bibliothèques. Mangez-en, allez-y. Des livres à ma bibliothèque. Il y en a qui me font rire, d'autres me font rêver. C'est un endroit si calme où j'aime relaxer en écoutant des histoires qui me font rigoler. Alors, Vente-Vote, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'écouter l'intéressant épisode de C'est plus que de la SF qui lui est consacré, avec tout un aspect critique. On a également un autre auteur qui est cité comme une influence. Alors là, bon, je crois qu'avec Cosmic, on est tous les deux circonspects. Ça parle de sexualité des extraterrestres, de moyens de reproduction. Il s'agit de Rapports étranges de Philip Joseph Farmer, un auteur que j'aime beaucoup par ailleurs. Mais je crois qu'on est d'accord, je vois pas trop... C'est vrai que la sexualité de l'alien est très, très contestable, très compliquée. Le mode de reproduction est complexe, on va dire. Pas très logique pour la survie d'une espèce. Il est plus simple dans la plupart même chez Van Vogt, le mode de reproduction, il prend un œuf dans sa poitrine, il le met dans un corps porteur, il va se développer. Ok. Dans Alien, vous vous rendez compte qu'il y a des œufs. En 79, on ne sait pas d'où viennent les œufs. L'œuf s'ouvre, projette quelque chose qui finit dans votre visage, qui va vous pondre encore un œuf. Vous avez un petit alien qui sort, qui va faire une mue pour finir. Sortie des visions cauchemardesques de l'artiste suisse Asher Giger. J'ai vu ces illustrations avant de faire le film. J'ai été bluffé. C'était dérangeant, obscène, magnifique et sexuel en même temps. Alors je suis allé le voir et je lui ai demandé de travailler sur le film. Au début, les studios trouvaient ça trop obscène. Je leur ai répondu, l'obscénité, c'est bien. Alien, c'est l'idée qui va être déclinée tout au long de la saga d'une maternité qui ne se passe pas, de la rencontre entre la femme et le monstre. L'intérieur du facehugger, c'est vraiment une vulve avec un pénis qui sort pour féconder son hôte. Quand on voit les œufs s'ouvrir, là aussi, c'est vraiment extrêmement clairement sexuel. Et c'est vraiment ça qui, d'un seul coup, va dépasser le cadre du simple film de monstre. Alien, c'est pas qu'un monstre. C'est un monstre sexuel, c'est un monstre violeur, c'est un monstre qui vient hanter pas seulement l'imaginaire, mais aussi la sexualité et les craintes de la sexualité. On vous conseillera des lectures sur le personnage d'Alien, vraiment la personne d'Alien. Là, nous, ce qu'on essaye, on essaye de détricoter les origines et les influences d'Alien. Le personnage d'Alien, je ne vais pas en dire du mal, c'est que c'est véritablement la description et même la création en 79, c'est totalement inédit. La créature d'Alien, pas le film d'Alien, c'est véritablement une création comme on n'en a pas vu. Prométhée, Covenant essayent de réécrire et d'expliquer, alors que, est-ce qu'à mon sens, il fallait l'expliquer, est-ce qu'il fallait pas? Très cher Poditoris, moi je vous laisse juge. Je ne sais pas. Bon, il y a beaucoup de littérature qui est sortie sur Alien, et les deux derniers livres dont on peut parler sont sortis en même temps, en novembre 2022. Un fait par Marvin Montes, la mécanique du mal, je crois. Alien, la mécanique du mal. Enfin, je mettrai la référence en description. Et la xénographie, donc pilotée par Nicolas Martin et Simon Rio. Mais c'est rempli d'autres auteurs très intéressants qui ont fait des tas de choses. Vous pouvez retrouver sur Galaxy Pop une interview de certains des auteurs et puis un moment passé avec toute l'équipe dans un des épisodes du podcast qui n'a pas de nom, que je vous mettrai également en description. Il y a également un autre auteur qui, lui, carrément était reconnu comme influence par Dan O'Bannon. Donc là, pour le coup, c'est officiel et ça passe pas par les tribunaux.
Clifford Decimac, un autre auteur que j'adore, vraiment. Je lisais du Clifford Decimac, c'est magnifique. Je plus sois. Qui a écrit une nouvelle qui s'appelle Junkyard en 1953. Et c'est une histoire courte qui raconte donc une épave de vaisseau dans laquelle se trouvent donc des survivants qui sont assaillis par une entité biomécanique qui leur veut du mal. Là, on est carrément sur du biomécanique, on est carrément sur l'alien tel qu'on le connaît, et il est vraiment cité comme une influence. Et là, on va aborder le dernier chapitre de notre émission, avec une influence majeure qui a été pointée par un vidéaste, que je vous mettrai le lien vers sa vidéo, extrêmement intéressant, et en plus un auteur passionnant. C'est un contemporain de Lovecraft, H.P. Lovecraft et Auguste Derleth, toute cette mouvance de la weird fiction, de la weird tout simplement. Donc une fiction qui est basée sur justement l'horreur cosmique, créatures étranges et des mutations aussi biomécaniques. Donc si vous connaissez pas Lovecraft, Derleth, Clark Ashton Smith est un de leurs contemporains et a écrit aussi des histoires horribles d'horreur cosmique, parce que véritablement c'est ce genre-là dont on parle aujourd'hui, c'est l'horreur qui est dans l'espace. Et donc Clark Ashton Smith, dans les années 30, a écrit une série de nouvelles, 3 en tout et pour tout, qui sont un peu ses chroniques martiennes, vous voyez, donc ça se passe sur Mars, et il a écrit Les caveaux de Yo Vombis. Et mon cher Cosmique, qu'est-ce que tu en as pensé de cette nouvelle que tu as lue et écoutée ? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que, petit coucou, la traduction est magnifique puisque c'est Alex Nikolavitch qui l'a faite. Ashton Smith, c'est la personne qui est à l'opposé de Lovecraft. Lui, Lovecraft a connu sa reconnaissance tardivement, souvent après sa mort. Lui, en fait, est devenu célèbre au cours de sa vie. Il est né en 1893 et mort en 1961, totalement autodidacte. Quand vous imaginez Lovecraft, vous imaginez souvent le reclus, alors que Lovecraft ne l'était pas du tout. Lovecraft avait une vie sociale, etc. Paraît même que quand il allait en soirée, c'était quelqu'un de très amusant, etc. Ashton Smith, lui, vivait réellement en reclus, ou a vécu en reclus pendant une grande partie de sa vie. Il a fait plus d'une centaine de nouvelles, traduites et éditées aux éditions Mnemos, que nous saluons. Et vous allez avoir véritablement le frisson, l'horreur, on va dire un délicieux dégoût. Il se trouve que notre très cher ami Danny a lu toute la nouvelle des grottes de Yo Vombis, me l'a fait écouter. C'est exceptionnel. Toujours le même principe. Une civilisation abandonnée sur Mars. Des temples qui sont là sur des temps immémoriaux. Des humains descendent à l'intérieur, tombent sur quelque chose, une horreur indicible. Une momie abandonnée qui tombe en poussière. Et surtout, cette momie a quelque chose sur la tête, et sur sa tête, selon une période qu'ils estiment de 40 000 ans, ça leur tombe sur la tête et ça commence à vous manger le haut du cerveau et à vous diriger. C'est beau. On est dans la période de la redécouverte du tombeau de Toutankhamon, la découverte, les anciennes civilisations où on a tout oublié de ce qu'il y avait, etc. Et honnêtement, déjà, je te le dis honnêtement, Danny, tu l'as très très bien lu, mais en plus, c'est délicieusement écœurant. Je pense qu'on peut le dire. Je sais pas, toi en l'ayant lu, qu'est-ce que tu en penses ? C'est quand même daté, ça fait vraiment très classique, il y a des choses qui sont un peu qui paraissent superflues par rapport au style, ce genre de choses. C'est vrai que quand on connaît pas ce genre d'histoire, ça peut vraiment toucher.
moi, ce qui m'a surtout touché, c'est surtout la progression de l'histoire, sauf que on a vu des tonnes de films des Alien-like ou des aliens, et ça, on l'a déjà vu 10 000 fois. Donc c'est vrai que à l'époque, ça devait être vraiment effrayant, ça devait être terrible à lire. De nos jours, on est ultra affûté sur ce genre d'histoire, et donc c'est vrai que il faut se laisser bercer. Et c'est justement pour ça que je l'ai lu et je l'ai passé à un copain pour qu'il en fasse une capsule d'Halloween, parce que j'ai voulu plonger avec une voix, donc avec de l'audio. Parce qu'à écrire, on va la lire et puis on va se dire « Ah bah tiens, c'est vrai que ça rappelle Alien, sans plus ». Donc je vais vous faire écouter juste un morceau qui décrit la créature qui est en jeu dans cette histoire-là, et qui attaque les archéologues. Et après, on va parler de l'influence de cette nouvelle, de tout ce qu'on y trouve qui rappelle Alien, et sur plein de chapitres. Alors, on écoute ça. Ce qu'était cette chose, je préférais ne pas l'imaginer, si tant est que cela soit possible. Aussi informe qu'une énorme limace, sans queue ni tête, ni organe apparent. Son cuir était recouvert de cette fine couche de fourrure, à l'apparence de moisissure dont j'ai déjà parlé. Le couteau trancha dedans, pareil à une lame dans du parchemin pourri, y taillant une longue estafilade, et l'horreur eut l'air de se contracter comme une outre percée. Il en jaillit un torrent nauséeux de sang humain mélangé à des masses sombres et fibreuses qui auraient pu être des cheveux à demi digérés, lesquels se trouvaient mêlés à des grumeaux gélatineux d'os ramollis, ainsi qu'à des éclats d'une substance d'un blanc crémeux. Octave tituba puis s'effondra de tout son long sur le sol. Dérangé par la chute, la poussière de la momie s'éleva autour de lui en un nuage tourbillonnant. Lui-même gisait au-dessous, immobile comme la mort. Surmontant ma répulsion et toussant à cause de la poussière, je m'en penchai sur lui pour arracher de sa tête l'horreur dégoulinante. Elle se détacha avec une facilité déconcertante, tel un torchon mouillé, mais je regrette à présent qu'elle ne fût pas restée sur place. Il ne restait au-dessous rien qui s'apparentait à un crâne humain, car tout avait été dévoré jusqu'à l'arcade sourcilière. Le cerveau à nu, à demi consommé, m'apparut quand je soulevai l'ignoble capuchon. L'innommable chose tomba de mes doigts, soudain devenue gourd, et se retourna dans sa chute, révélant sur sa face inférieure de nombreuses rangées de suçoirs rosâtres, arrangés en cercle autour d'un disque pâle, couvert de filaments nerveux, suggérant une sorte de plexus. Alors, comme vous avez vu, on reconnaît bien le facehugger. Donc là, il recouvre le haut du crâne et un petit peu également les yeux, pratiquement tout le visage. Hein. Donc on est vraiment dans un facehugger, mais ce n'est pas la seule chose qui rappelle Alien. Et là, je te laisse le dire, mon cher Cosmic. Le rapprochement avec Alien, ancienne civilisation, momie abandonnée, des urnes qui sont en attente. Ça deviendra peut-être le principe des œufs après. On est aussi sur quelque chose qui est indicible, qui vous tombe dessus. Ça sera repris plus tard dans les autres aliens. Dans Alien, on n'en a qu'un, il est déjà effrayant. Là, on est vraiment sur du contrôle de pensée, du contrôle de personne. C'est ce qui va rendre la nouvelle impressionnante, parce que voilà, on devient un zombie, on est un pantin. Oui, et justement, ce qui est intéressant dans cette nouvelle, c'est le décor aussi. Cette cité très ancienne, immémoriale, on a ça
vraiment en visuel. Alors là, on n'est pas sur un vaisseau, mais là, on est dans Alien Covenant. C'est ce que fait comme parallèle d'ailleurs le vidéaste dont je vous ai parlé. On retrouve, alors il se trompe, il parle de restes de bataille. Non, il n'y a pas de bataille. On a des urnes qui contiennent les cendres de générations de créatures, mais on a également, on n'a pas de squelette de bataille. On a une momie. Alors il appelle ça une momie, alors que il n'est pas momifié, il est juste zombifié, et il a l'alien étranger, donc on retrouve encore ce qu'on appelait le Space Jockey dans le film Alien. Les spécialistes appelaient le Space Jockey, c'est cet ancien alien qu'on retrouve dans la planète des vampires également. Cet ancien alien qui a toujours sur lui le facehugger qui se réveille au bout de 40 000 ans, tandis que le corps du pauvre alien tombe en poussière. Il y a une meute de facehuggers qui court, mais il parle également, parce que c'est une nouvelle, donc ça va pas plus loin, mais il parle des nécromants qui sont les maîtres des facehuggers. Donc il y a une créature qui est derrière ce mode de prise de possession de pauvres victimes, quelle qu'elle soit d'ailleurs, puisque là, elle attaque les humains, les archéologues, mais elle a aussi mis fin à une race entière qui habitait sur Mars. Et donc, il y a quelqu'un derrière. Donc, il y a peut-être un monstre du genre d'alien qui pilote les facehuggers, donc voire une reine, comme dans le film. Mais donc, on retrouve donc le facehugger, les urnes, donc qui préfigurent les œufs. Et les urnes, on les retrouve quasiment totalement dans Alien Covenant, sur la planète des ingénieurs, puisqu'on retrouve des urnes. C'est plus des œufs, c'est des urnes, ce qui deviendra plus tard dans la chronologie des films, effectivement des œufs et non plus des urnes. Mais un réceptacle. L'analogie est faite. Des réceptacles de spores, de créatures. Et là, le spore également aussi, dans la poussière qu'on retrouve dans Covenant. Enfin, Covenant, vraiment, on retrouve énormément de cette nouvelle, et dans Alien également, puisque le design des créatures, des facehuggers, est plutôt le même, faut le dire. À part qu'il dévore le crâne, tandis qu'il ne dévore pas, il se contente d'inséminer un fœtus ou un œuf, je ne sais pas ce qu'il insémine dans la bouche du réceptacle. Mais Clark Ashton Smith, vraiment, c'est intéressant. Là, j'ai deux volumes à lire, et puis on salue Mnemos d'avoir sorti les intégrales de cet auteur, ainsi que celles de Lovecraft d'ailleurs. Eh bien, est-ce que tu as une dernière chose à dire à nos auditeuristes, parce que là, on a un peu dépassé le temps qu'on voulait faire pour cette émission. Est-ce que tu voudrais nous dire, mon cher Cosmicou ? Alors, en aucun cas, je ne dirais que Alien est un film mineur. C'est un bon film, c'est un film majeur, mais comme beaucoup de choses, essayez de voir, de détricoter quelles sont les origines, repuiser dans des films oubliés mais pas oubliables. Alors, La planète des vampires, c'est pas un film oubliable. C'est un film oublié qui commence en France à retrouver un peu de diffusion, notamment par une très très bonne édition DVD. Donc précipitez-vous dessus. Ça en vaut la peine. Je crois que les bonus doivent être tout à fait intéressants. Tu me confirmes ? Oui, tout à fait. Les bonus, il y a donc Alain Petit qui fait une rétrospective sur le film, mais également aussi beaucoup sur la carrière de Mario Bava, et il détaille tout le cast. Donc là, je dois dire qu'on a beaucoup d'informations sur le cinéma italien de l'époque. Et il y a aussi un autre bonus sur les effets spéciaux et la façon de tourner qui est fantastique. Vraiment, c'est une belle édition, elle n'est pas très chère, donc ça vaut le coup. Si vous êtes un peu nerdy, enfin si ça vous intéresse, les effets vidéo pratiques, précipitez-vous dessus, parce que j'ai un peu regardé le principe. Comme Dany le disait, il y a 2 rochers qui est déplacé. On a refilmé, rajouté des choses, on utilise des miroirs, on utilise l'effet Schuft-Tan, donc allez voir, il y a une très bonne description sur Wikipédia, après tout. Voilà, donc ça, c'est ça.
sur Beyond Space. Allez le voir si vous avez envie. On n'a pas fini. Allez le voir. Mais non, mais justement, allez le voir. Justement, il y a. Est-ce que tu veux bien qu'on passe au petit bonus spoiler, même si on a pas mal spoilé déjà, mais bon, on était obligé. Au petit bonus spoiler de fin sur justement la planète des vampires et une constatation qu'on a fait tous les deux concernant la différence de la VF et de la VO. Alors, j'explique un petit peu de contexte. Comme tu disais, le film n'est sorti qu'en 1995 en France. Voilà, et il n'avait jamais été doublé. Donc le film était resté dans les placards, jamais distribué, jamais doublé. Donc ils l'ont doublé à cette époque-là. Et il faut dire que le budget doublage, même si c'est mérite, hein, c'était super ce qu'ils ont fait de ressortir ce film pour la France, bah quand même, c'est un peu discutable. Parce que le doublage a été fait a priori au fil de l'eau, la traduction et le doublage, et on se demande vraiment si ça n'a pas été fait vraiment en une prise. Déjà au niveau synchronisation de voix plus le sound design, les effets sonores, plus la musique, sachant que la musique, malheureusement, a été changée 3 fois. Il y a une BO italienne, je ne sais même pas sur le DVD quelle BO j'ai. Hein. Il y a une BO italienne, il y a une BO américaine, et la BO américaine, pour des raisons de droit, a été supprimée pour les diffusions télé ultérieures, ce qui fait qu'ils ont mis un pauvre truc fait n'importe comment. Voilà, c'était assez terrible. Je ne sais pas ce que j'ai eu, mais là, j'en ai une 4e, puisque dans la VF, on n'a carrément pas du tout la musique au même endroit. Enfin, c'est cauchemardesque. Et la prise de son, d'ailleurs, des voix a l'air d'avoir été fait dans un studio qui n'était pas ultra professionnel. Donc là, Cosmic, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette VF ? Tu l'as regardé en VF ou en VO, d'ailleurs ? J'ai fait les deux. Donc, tu as pu comparer l'intégralité du film, parce que moi, je ne me suis pas tapé toute la VF, hein, je t'avouerai. Alors, je l'ai fait à 2 différences. C'est le jour et la nuit. À un moment, la Jeanne d'Arc brésilienne, en italien, elle crie parce qu'elle découvre le cadavre de l'extraterrestre. C'est pas la Jeanne d'Arc, hein, c'est la Jeanne Moreau. La Jeanne Moreau, oui, la Jeanne Moreau brésilienne crie. Et en français, c'est « Ah, regardez le corps !» Oui, d'accord, c'était l'heure de la pause repas, voilà. J'aime bien les doubleurs, mais là, ils n'étaient pas très impliqués. Ok, c'est vrai que on va l'écouter maintenant parce que j'ai enregistré avec un micro les 2 versions. Donc là, tu parles de la scène où il découvre l'ancienne extraterrestre sous forme de squelette qui est à l'extérieur du dérélict. Et donc, ce qui est marrant dans cette scène, vous allez l'entendre, on va vous passer l'extrait, puis on passera un autre extrait qui concerne la fin. Et vous allez l'entendre, il y a plus de dialogue en français qu'en italien. Et en plus, on fait parler un personnage qui ne parlait pas. La demoiselle ne parlait pas autant. Il rajoute des lignes de dialogue, alors que théoriquement, l'italien parle vite. Donc, il faut, en VF, en dire moins avec le même temps. Ce serait une langue lente, on aurait pu rajouter des dialogues. Mais là, on a fait l'inverse. Donc, ça n'est possible parce que les personnages sont filmés très loin et on ne les voit pas parler. Tout à fait. Donc, du coup, ils ont meublé, ils ont considéré « Ah, c'est long cette scène, il devrait se dire quelque chose. » Je comprends, ouais. Donc, je comprends. C'est même pas respectueux du matériel d'origine, où justement, Bava, il met très peu de dialogue à ce moment-là pour renforcer le mystère, la désolation et même faire monter l'horreur, la peur du spectateur. Et nous, en France, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un blabla dessus où on désamorce totalement l'intrigue et on arrive à des trucs qui sont totalement débiles dans le scénario, dont tu parleras après qu'on ait passé Alors, on va juste en finir sur cette scène que vous allez entendre maintenant, comparer.
Il y a en plus un truc qui va pas, qui est bizarre et qui va pas totalement dans ton sens, mais qui n'infirme pas ce que tu as dit. C'est que à la fin du dialogue, vous écouterez attentivement, en français, il dit... D'ailleurs, ils ont changé tous les prénoms pratiquement, hein, donc vous entendrez pas les mêmes prénoms. Il y a le chef, comment tu l'appelles, le capitaine fringant, là, Capitaine intrépide. Capitaine intrépide, qui dit à son adjoint de rester pour surveiller pendant qu'il rentre avec Jeanne Moreau, brésilienne, dans le vaisseau alien pour l'explorer. Et il lui dit de monter la garde, point. L'autre lui dit affirmatif. Dans la version italienne, là, pour le coup, ils en disent un peu plus. Déjà, c'est pas les mêmes prénoms, ça vous allez le voir. C'est des prénoms extraterrestres, et on va voir pourquoi juste après. Et il lui fait même une petite blague. Il lui fait une petite blague et lui dit si ce truc bouge, tu m'avertis, hein. Alors que c'est un squelette qui visiblement est là depuis des temps immémoriaux. Alors on va écouter tout de suite le petit enregistrement et après on revient. Vas-y, lance. Je dirais que ça n'a pas bougé depuis des siècles. Ça doit être un des premiers vaisseaux de l'espace. Je n'en ai jamais vu un comme celui-là. Vous croyez qu'il vient de la Terre? Ça m'étonnerait. Même dans le passé, je n'ai jamais entendu parler. Regardez ça, là! Il faut au moins le triple de nous. Même les eaux commencent à être bien attaquées. Il doit être mort il y a une éternité. Alex, tu restes là et tu surveilles cette entrée. Entendu. Sonia et moi, nous allons visiter l'intérieur de cette antiquité. Oh, et si tu remarques quoi que ce soit, tu nous appelles. Affirmatif. Deve essere molto antica. Guarda com'è corroso e rovinato lo scafo. Non ho mai visto un'astronave simile. È di forma e concezione completamente sconosciute per noi. Ah! Guardate là! È orribile. Umanoidi di proporzioni colossali. 3 volte almeno la nostra statura. Kel, resta qui e tieni gli occhi bene aperti. Va bene. Sania e io diamo un'occhiata all'interno. Se quello si muove, chiamaci. D'accordo. Vous l'avez entendu, il y a 2 choses. Quand vous l'écoutez en italien, que vous écoutez les ordres que le capitaine intrépide donne, vous sentez que la personne, elle respire la peur. La façon dont elle dit « bene », on sent que le type est en train de flipper, il y a une tension. Quand il lui dit « nous on rentre, toi tu gardes dehors », le type, on le sent dans sa voix, il a peur. Deuxième chose, dans la version française, moi, ça m'est venu et ma voisine de canapé me l'a fait remarquer. En français, la personne d'équipage qui accompagne les 2 protagonistes s'appelle Alex. Tu vois pas où je veux en venir? Non. Tout simplement, il laisse Alex à l'extérieur. Je vois que ta voisine de canapé et toi, vous avez le même amour des détails, un peu foireux. Tu sais quoi? Mais on s'est regardé à ce moment-là,
c'est tellement, parfois, dans le monde du doublage. On va passer au deuxième extrait, et là, alerte spoiler. Dans la VF, il n'y a pas un spoiler, mais une incongruité. Dans le dialogue qu'ils ont rajouté, la dame, qui n'avait pas spécialement plus de dialogue que ça, à part de crier, et qui ne crie pas en VF, parlait de la Terre. Il disait « Ah, on n'en a pas comme ça sur Terre ». Or, vous croyez qu'il vient de la Terre ? En fait, les protagonistes ne viennent pas de la Terre. Ce sont des extraterrestres d'une autre civilisation avancée qui nous ressemble beaucoup, c'est vrai. Vous allez l'apprendre dans le petit enregistrement de fin, puisque justement, en version italienne, on découvre que le vaisseau est mis en difficulté parce que le jeune héros au péril de sa vie, le vrai héros du film, le jeune détruit un appareil qui leur permet d'éviter les astéroïdes et toutes les comètes et tout ça en voyageant dans l'espace. Là, ils ne pourront pas aller bien loin en partant de cette fameuse planète des vampires. Ils vont devoir se poser ailleurs et ils sélectionnent une planète qui s'avère être la Terre. Donc on s'aperçoit que ce n'était pas des terriens à la base. On va écouter tout de suite le petit enregistrement. C'est parti. Sans l'éjecteur de Méga, nous ne pourrons jamais rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous sommes obligés d'atterrir sur cette planète. J'ai fait quelques analyses très poussées de ce monde. Nous pourrons vivre dans son atmosphère. Tu sais, cette planète est l'une des plus anciennes, mais elle est si petite qu'elle ne figure même pas sur les cartes de navigation spatiale. Mais sera-t-il possible d'y vivre ? Est-ce que ses habitants nous laisseront tranquilles ? Ce n'est pas une race intelligente. Malgré l'ancienneté de la planète, c'est un monde primitif. Mais je pense que nous y serons bien. Je vais regarder au télescope ce que ça donne. Tu vois, j'avais raison. Cette civilisation est bien primitive. Ils construisent toujours leurs maisons avec de la pierre. J'espère seulement qu'ils nous accepteront. Je l'espère aussi. Pour eux. Troppe meteore e il deviatore è saltato. Non arriveremo mai sul loro mondo per aprire la strada a quelli che ci seguiranno. Jamais nous ne pourrons atteindre leur monde, donc des gens dont ils ont pris la place, et non pas la maison. Che facciamo allora? Scenderemo lì, su quel pianeta. Non c'è altra soluzione, potremmo disintegrarci da un momento all'altro. Ho già fatto le analisi con la sonda spaziale. Laggiù l'atmosfera è respirabile. È il terzo pianeta della stella che noi chiamiamo Sol. È così piccolo che non è neanche segnato sulle nostre carte di astrogazione. Ma credi che ci saranno degli umanoidi per poter entrare nei loro corpi? Est-ce qu'il y a des humanoïdes dont on pourra investir le corps ? Oui, bien qu'elle soit jeune et au premier stade de son évolution, je pense que la vie y existe. Donc rien à voir avec la VF. Sì, anche se è un pianeta giovane, nello stadio iniziale della sua evoluzione, io penso che vi esista la vita. Inserisci il visore telescopico. Au niveau de la VEF, il a fallu qu'ils raccordent les wagons par le fait qu'ils avaient déjà nommé la Terre. Donc, ils sont censés arriver sur Terre. Bon, alors, en italien, ils disent pas exactement la Terre, parce qu'ils connaissent pas le nom qu'on lui a donné. Mais par contre, ils évoquent la 3e planète du système Sol. Ils disent pas du tout que c'est une planète ancienne, ils disent justement que c'est une planète plutôt... Donc là, ils mettent le télescope et ils voient les villes, ils s'en moquent comme dans la VF. È proprio una civiltà primitiva. Soltanto degli umanoidi possono avere costruito delle case. Seuls des humanoïdes ont pu construire ces maisons de ciment et de fer, donc ils supposent que ce sont des humanoïdes. E come credi che ci accoglieranno? Comment vont-ils nous accueillir? Spero bene. Bien, j'espère. Pour eux. Donc il n'y a que ça qui est bien traduit. Alors, donc là, vous avez vu que je blablate dessus, je suis désolé, mais bon, fallait que j'explique. Donc je vous explique tout ça. Cosmic, il y a plein de différences entre les deux versions.
Est-ce que tu penses qu'ils ont vraiment voulu raccrocher les wagons, ils se sont aperçus à la fin qu'ils avaient fait une connerie? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oups, ils ont doublé très vite, ils ont rajouté. Il y a un moment, un type qui a dû dire « Ah oui, mais là, c'est long ». Donc, ils ont improvisé quelque chose, ce qui est tout à fait possible. Et c'est souvent le cas en doublage. On ne vous apprendra pas toutes les séries de dessins animés qui ont été modifiées par les doubleurs. J'ai l'impression qu'il y a quand même une différence et que c'est un rattrapage. C'est pas possible autrement. Et puis, je trouve que la fin en italien, en VO, elle est beaucoup plus dramatique, beaucoup plus... Voilà, c'est la vision de Bava et ça colle très bien. Et ça fait vraiment... Oui, tout à fait, puisque dans la VF, Jeanne Moreau demande au capitaine vous pensez qu'ils vont bien nous accueillir comme s'ils étaient de simples apatrides, sauf que dans la version italienne, elle dit bien est-ce qu'ils auront des corps qu'on pourra utiliser, parce que en fait ce sont des esprits qui s'assurent l'immortalité en sautant de corps en corps de ce qu'ils rencontrent, ils prennent ce qui passe, ils vont coloniser notre planète plus ou moins, donc c'était pas du tout le cas dans la VF, c'est n'importe quoi. Et l'acteur, le capitaine intrépide, qui maintenant est habité par l'entité, fait un espèce de petit ricanement qui passe pas du tout en français. Enfin, on voit qu'il a un mouvement qui fait j'espère que nous aurons des corps. On le sent dans sa voix, il ricane. Vu le manque de conviction des acteurs de doublage, ça passe un peu à côté, puis on se demande pourquoi d'ailleurs, parce que c'est plus clair dans la version originale, c'est sûr. Mais version originale qui, tu me l'as appris parce que je ne le savais pas, a été elle-même redoublée en italien, puisque a priori les actrices et les acteurs ne parlaient pas la même langue. Donc c'est du doublage de doublage de doublage. Et d'autant plus qu'il y avait même un scénariste qui était payé pour faire les dialogues pour la version américaine du doublage, etc. C'est un puzzle. Et d'ailleurs, quand même, on est chez Bava, très cher auditeurs, vous êtes sur un podcast d'escrocs, mais il y a une belle escroquerie quand même à la fin, mais je dirais c'est normal. Vous avez une superbe image d'archive de ce qu'on appelle du stock, de ce que vous pouvez acheter au kilomètre, où vous avez une ville américaine qui doit être probablement New York, pour montrer à la fin, et oui, ils arrivent sur Terre et on vous montre dans un télescope, on vous montre une vision de New York. Et voilà. C'est comment finir un film à peu de frais, en claquant un petit billet pour avoir une image d'archive de New York, en plus, en 1965. Tout le monde l'a fait, même les Amerlocs. Dans les films de guerre de l'époque, souviens-toi, on voyait des combats aériens, c'était toujours le même. Parce qu'en fait, c'est très cher de faire filmer un combat aérien. Dans les années 50, tous les films de guerre, c'était toujours les mêmes. Donc là, il y a... Moi, j'en voudrais pas Mario Bava, franchement. Puis c'est le seul truc qu'il a un petit peu qui a fouetté du stock shot. C'est devenu un peu, effectivement, c'est devenu le fait dans toute la Italian exploitation après, dans les années fin 70-80, où effectivement, là, on avait beaucoup de stock shots d'hélicoptères notamment, parce que c'est très cher aussi les hélicoptères, et surtout aussi dans les bandes annonces, parce qu'il n'y avait pas une bande annonce sans hélicoptère qui explose, même s'il n'y en avait pas dans les films. Mais donc, bon, on va pas lui en vouloir à Mario. Et donc, chère poditrice, on vous dit à bientôt, on va travailler parce que ça demande beaucoup de travail. Je te remercie beaucoup pour tout le boulot avec ta voisine de canapé que vous avez fait. Moi, j'ai épargné ça à ma voisine de canapé. Toi, tu as fait participer toute la famille, puisque ton enfant a apprécié La Planète des Vampires. Donc, vous pouvez le montrer à des enfants de 13 ans qui peuvent l'apprécier. N'est-ce pas, Cosmic ? Tout à fait. C'est une époque, c'est pas un mauvais film. It, c'est un mauvais film. Et Alien, c'est un bon film, mais
parfois, faut savoir d'où il vient. Bah, écoutez, bonne soirée. En tout cas, même s'il n'y a pas plagiat, il y a une reconnaissance de la part des auteurs, il y a inspiration, il y a reconnaissance des auteurs pour certaines choses et pas pour d'autres. C'est vrai qu'il faut rendre hommage aux deux films et à toutes ces nouvelles, parce qu'il y a très peu de romans au final qui sont en cause, et à tout cet agrégat de choses qui nous ont permis d'avoir ce fameux film Alien, qui est un chef-d'œuvre, n'est-ce pas, mon cher ami? On va dire au revoir à nos auditorices. Au revoir. Dormez bien. Faites attention aux aliens sous le lit. Attends, dormez bien. S'ils sont volants, on va avoir des procès. Si. N'oublie pas qu'on peut nous écouter n'importe quand, n'importe comment. Mais toujours mais toujours bien accompagné. Tu commences des phrases, mais tu sais pas ce que tu vas dire. Voilà. Mais c'est pour te donner du montage. Il ne coupera rien. Ah oui, non, là je vais avoir du boulot. Il ne coupera rien. Au revoir à tous. À bientôt. Gros bisous. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Là, tu l'as bien fait. Bonjour Cosmic et Dany, c'est XP. Alors je prends le micro pour vous féliciter pour le dernier Entre Geeks, ce que je trouve vraiment très 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 bien. Et je trouve même que vous vous améliorez d'émission en émission. D'ailleurs le dernier est très très bien. Sur les origines d'Alien, et plus spécialement sur la planète des vampires, je trouve vraiment très bien, très intéressant, bien sourcé avec des extraits qui sont plutôt bien choisis, hein, qui revient sur les origines d'Alien. Alors, ce que vous avez fait sur la planète des vampires de Bava, c'est excellent. Par contre, je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur ce que vous dites sur la fusée de l'épouvante. Moi, c'est un film que j'ai vu il y a pas très longtemps, parce qu'il est sorti en Blu-ray chez Remini. Il se trouve que moi, j'aime beaucoup découvrir les films de science-fiction qui sont avant les vraies missions lunaires de voyage vers la Lune. Je trouve ça fascinant de voir comment ils imaginaient l'espace, comment ils imaginaient les voyages. Les voyages spatiaux. Et puis en plus, moi j'aime beaucoup les huis clos et j'aime bien les monstres aussi, donc là j'étais gâté, hein. Le film n'a pas du tout d'ambition scientifique et tout ça, mais bon, vous pouvez pas lui reprocher d'être de son époque, parce que La planète des vampires, c'est aussi un film de son époque, hein. C'est vrai que c'est vrai que techniquement La planète des vampires est beaucoup plus intéressant que La fusée de l'épouvante, mais bon, moi j'ai pas boudé mon plaisir à découvrir ce film qui, c'est vrai, qui a grandement inspiré Dan O'Bannon dans l'écriture d'Alien, hein, mais c'est pas sa seule source, hein. Et puis bon, si vous voulez un bon documentaire qui est très bien sourcé et qui présente bien Dan O'Bannon, enfin son enfance, ce qui est essentiel, et puis présenter un peu les diverses sources culturelles qui l'ont influencé pour écrire Alien, aussi bien au cinéma qu'en littérature, comme vous avez très bien fait. Et il y a aussi certains comics qui l'ont inspiré, parce que de mémoire, hein, Dan O'Bannon, il a grandi dans une région assez isolée, donc il fréquentait beaucoup la bibliothèque, hein. Ça devrait plaire à Cosmic, ça. Et ce documentaire s'appelle Memory, The Origin of Alien, c'est un documentaire de 2019 d'Alexandre O. Philippe, qui est disponible en SVOD. Et puis j'aimerais bien que vous le rajoutiez dans la note de l'émission. Et puis aussi
avec Rémi du temps pour une poignée de review. On avait avec l'équipe, on avait fait les 4 aliens et j'avais participé notamment au premier où on avait invité le Dr Zaius à parler du tout premier Alien, suite de Ridley Scott, où on était revenu aussi sur les origines du film et sur toute la production du film qui a été assez chaotique. Et puis bon, on était à 2 doigts que Alien soit produit par Roger Corman. Ce qui est marrant, c'est qu'après Roger Corman fera un rip-off d'Alien avec aux effets spéciaux un certain James Cameron. Voilà. Encore bravo à vous deux. Voilà, puis vivement la prochaine émission. Allez, salut. Galaxy Sissi Pop Pop. Bon, ça c'est la déconne. Galaxy Pop.